Merci de prendre le rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, conférence publique hier du collectif Alafia FIFA dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Une initiative qui a eu pour thème développement inclusif pour une prospérité partagée au Bénin et en Afrique. Des slogans hostiles pour dénoncer la gestion du pays par le gouvernement de la rupture. C'était au cours d'un meeting organisé hier par plusieurs centrales et confédérations syndicales. L'objectif est d'informer la population de toutes les démarches qui ont précédé la marche du 27 avril contre la cherté de la vie empêchée par la police républicaine. Puis hors du Bénin, visite du général Michael Langley en Côte d'Ivoire. Objectif, le renforcement de la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire. Les enjeux de cette visite en fin d'édition. Merci de votre fidélité. Je l'annonçais dans les titres, le collectif Alafia FIFA, en collaboration avec l'ONG Africa Signature, a animé hier une conférence publique dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Les débats étaient axés sur le thème développement inclusif pour une prospérité partagée au Bénin et en Afrique. La séance a permis de faire l'état des lieux et des propositions sur le développement du pays. Clémence Tonoquin. Cet exercice, qui est à sa deuxième édition, est la façon pour le coordonnateur du collectif Alafia FIFA, porteur de l'initiative, de contribuer au débat sur le développement du Bénin, partant du fait que le développement inclusif est un modèle de développement qui promeut l'égalité et la participation de la base la plus large de la société. Le conférencier Olivier Noupokenou en donne quelques principes. Le développement inclusif, c'est sauvegarder le droit de chacun. Et chacun doit être un peu l'ange gardien de l'autre. Vous critiquez les gouvernants partout, mais dès que vous-même vous avez une petite parcelle de pouvoir, vous grugez les gens. Et ça, nous devons travailler à ça. Abordant la question de la cherté des produits de grande consommation, le conférencier propose une organisation sociale au niveau de chaque communauté afin de développer une certaine résilience. Adoptons la philosophie de l'ONASA et que chaque communauté puisse penser à mettre en place ce que nous appelons le grenier communautaire. Les mairies peuvent bien s'organiser et avoir leur grenier communal. Est-ce qu'il est interdit que dans une communauté, qu'on puisse ne pas faire la même chose? J'irai loin en disant, ça peut se faire au niveau des communautés religieuses. C'est donc à juste titre que l'initiative Agri-Solidarité a été lancée pour soutenir la campagne agricole. Elle consiste à mettre à la disposition des agriculteurs des semences et des intrants certifiés. En soutenant donc la production agricole, l'initiative contribue à renforcer la sécurité alimentaire, tant au niveau local que national, en garantissant donc un approvisionnement stable des produits en base comme le maïs. Cette mobilisation donc repose sur le principe de solidarité et sur la reconnaissance du rôle crucial de l'agriculture dans le développement économique et social de notre cher pays, le Bénin. Des producteurs venus de différentes communes du Bénin ont reçu sur place leur bon d'achat de semences et d'intrants certifiés. Ce 1er mai, fête des travailleurs, le syndicat national des peintres bâtiments du Bénin, SINAPEB, comme de nombreux autres syndicats au Bénin, n'est pas resté en marge ou indifférent à cette célébration. C'était l'occasion pour le bureau du syndicat de faire le bilan de leurs activités et de parler des innovations de leur domaine et de remercier le chef de l'État et le gouvernement pour le soutien à leur égard. Suivant les propos du président du SINAPEB. Nous avons sollicité un renforcement de capacité de 150 peintres en l'an 2022. Et le gouvernement nous a accompagnés. Il nous a donné ça. Et il a envoyé deux de ses représentants, deux ministres, l'autre ministre du tutelle et le ministre des petites et moyennes entreprises.
Ils sont venus et ça a été parfait. Mais ça ne peut pas s'arrêter là. Nous souhaitons que le gouvernement fasse plus d'efforts, puisque les enfants déshérités, c'est à notre charge. Les enfants qu'on amène aux apprentissages sont toujours déshérités. Les enfants de la rue. La lutte est grande. Parce que c'est ça que nous faisons pour éviter le vol dans le pays. C'est ça que nous faisons pour éviter le banditisme. C'est ça que nous faisons pour éviter le banditisme dans le pays. Alors du coup, tout ça là, c'est l'essor du gouvernement. En réalité, c'est le rôle du gouvernement que nous prenons en charge et nous le faisons. Pourquoi ne pas nous accompagner? Nous attendons le gouvernement sur ce plan. Dans le même registre, grande mobilisation des travailleurs du Bénin hier à la Bourse du Travail pour marquer la célébration du 1er mai. Il s'agit d'un meeting d'information initié par 4 confédérations syndicales, la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB et l'UNSTB. L'objectif est d'informer la population de toutes les démarches qui ont précédé la marche du 27 avril contre la cherté de la vie empêchée par la police républicaine. Mais une fois encore, ce 1er mai, la police a pris d'assaut les différentes artères qui débouchent sur la Bourse du Travail. Depuis Godomain, pour ceux qui venaient de Dahomey-Calavi, la présence policière était renforcée en matinée de ce 1er mai et jusqu'à Bégamin et à l'Étoile Rouge. La place de l'Étoile Rouge était carrément inaccessible à cause des barricades. Suivez ici un extrait des propos de Apollinaire Afewe, secrétaire général de l'UNSTB. Lorsque, ensemble avec vous, la décision a été prise de marcher pour dénoncer la cherté de la vie, pour réclamer la satisfaction de nos revendications et pour appeler à la mise en place d'un mécanisme efficace de dialogue, nous avons saisi les autorités administratives compétentes, le maire, le préfet qui est l'autorité de tutelle, la police qui est chargée de la sécurité. Nous avons même décidé de nous préoccuper de vous en appelant les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge. Nous avions procédé la marche pour le 27, mais ces formalités ont été remplies le 15 avril, soit 2 semaines avant. Et la réglementation, la loi veut que l'autorité nous réponde dans un délai de 72 heures. Donc après des courriers déposés le 15 avril, en principe, au plus tard le 18, le 19, on devrait déjà avoir le retour. Nous n'avons pas eu le retour. Nous avons été suivre les courriers qui ont été déposés. Et là, on nous a dit que nos courriers sont en cours de traitement. Nous avons donc fait le suivi une seconde fois. Le même discours nous a été servi. Et donc pour nous, tout se mettait en place pour que la marche ait lieu. Dans la mesure où on ne nous a pas notifié une décision contraire à notre demande. On en était là quand le 25 avril, le communiqué que vous avez vu sur les réseaux sociaux comme nous est apparu. Et figurez-vous que ce communiqué ne nous a jamais été notifié. On ne nous a jamais dit qu'il y a un motif qui empêchait la mise en œuvre de notre marche. Pour nous, le communiqué est un non-lieu. Et c'est pour cela que nous vous avons appelé à vous rassembler ici le 27. Et donc, vous avez vu le 27, pour une première fois depuis la conférence nationale de 90, des leaders syndicaux, des secrétaires généraux confédéraux qui ont été arbitrairement arrêtés. Mais grâce à vous,
ils ont été libérés. Grâce à votre détermination, ils ont été libérés. Ils ont été libérés le même jour et sans condition. Chaque année, les centres de santé et les hôpitaux enregistrent le plus fort taux de cas de paludisme simple et grave en saison pluvieuse. Une situation liée au faible assainissement du cadre de vie dans nos villes et contrées régulées. Pourquoi et comment assainir son cadre de vie? Réponse dans ce reportage de Arthur Wendo. Même si tu mets de moustiquaires, les moustiques nous font la loi. Ici, c'est la résidence des moustiques. Les moustiques dictent la loi à cette dame, Mémé Anne, résidente au quartier Verdocor. Elle est consciente tout de même de l'origine du problème. C'est à cause du bas-fond. Le bas-fond nous gêne beaucoup. Nous ne faisons que mettre du pétrole dans les puisards. Pour avoir la paix ici, il faut mettre dans les puisards du pétrole et des sprays anti-moustiques. Sinon, il faut être prêt à aller régulièrement à l'hôpital. Comme elle, ils sont nombreux à subir les conséquences des piqûres de moustiques, puisque les immondices et mares d'eau continuent d'élire domicile à proximité de leurs habitations. Les quelques rares espaces verts transformés en urinoirs sauvages en plein air, des épaves et carcasses de véhicules sous lesquels sont jetés n'importe quel excrément, des eaux souillées, des douches de fortune, des carnivaux bouchés par incivisme sont des lieux de multiplication des anophèles femelles, responsables du plasmodium, donc de la maladie du paludisme. L'assainissement du cadre de vie s'impose donc et reste la solution idéale pour lutter contre le paludisme, dira professeur Edia Flavien Dovonou, spécialiste en management environnemental et qualité des eaux. Alors, lorsque le cadre de vie n'est pas assaini, la première chose, c'est que les êtres vivants que nous sommes, qui habitons ce cadre de vie, nous sommes exposés aux maladies. Comme l'a dit quelqu'un, les microbes sont dans l'air, les microbes sont dans l'eau, les microbes sont sur le sol. Et c'est vrai, nous sommes au contact de ces différentes composantes de l'environnement, de façon permanente. Nous respirons l'air, nous utilisons l'eau, nous sommes au contact du sol. Donc, un environnement qui n'est pas assaini, c'est un environnement dans lequel vous avez de ces microbes, vous avez de ces bactéries qui, n'est-ce pas, nuisent à notre santé, à notre bien-être. D'où l'urgence, la nécessité, l'importance d'assainir notre environnement. Les mauvaises pratiques sont à bannir puisqu'elles sont graves au dire du spécialiste. On constate avec beaucoup de regret que certaines personnes envoient les déchets dans les caniveaux, envoient les eaux usées dans les caniveaux. C'est suffisamment grave parce que les caniveaux sont construits pour pouvoir évacuer les eaux pluviales d'un point A à un point B. Et lorsque vous envoyez les eaux usées dans les caniveaux, lorsque vous envoyez des déchets solides dans les caniveaux, vous obstruez l'évacuation normale de l'eau de pluie. Vous créez un autre environnement où ces eaux sont obligées de stagner dans ces caniveaux-là, dans ces collecteurs, dans ces bassins. Or, lorsque vous avez de l'eau stagnante à l'air libre quelque part, c'est les moustiques qui viennent pondre dans cet écosystème. Et ces moustiques qui vont pondre là, après quelque temps, vont se retrouver dans nos maisons. C'est ce qui fait que vous allez constater que les zones humides, les endroits où vous avez beaucoup de déchets, les endroits où il y a des sachets, les endroits où il y a des bocaux, des endroits où il y a des éléments pour retenir l'eau de pluie, après quelque temps après la pluie, on assiste à une prolifération de moustiques. Selon les statistiques, l'Afrique est le continent le plus exposé au paludisme. Vous savez, aujourd'hui, il a été démontré
que l'Afrique possède le plus grand nombre de cas de paludémie. 94% des cas de paludisme dans le monde se retrouvent en Afrique. Et par jour, il y a au moins 1000 personnes qui meurent à cause du paludisme. Et je crois que assainir notre cadre de vie va nous amener à réduire, n'est-ce pas, la multiplication de ces paludismes. Assainir notre cadre de vie va nous amener à lutter de façon indirecte contre le paludisme, qui est une maladie qui nous fait dépenser beaucoup. Dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides contribue certes à lutter contre le paludisme, mais le moustique peut piquer à l'extérieur et la stratégie première reste bien celle de l'assainissement de notre milieu. Le général Michael Langley, nous sommes à l'international, à la tête du commandement des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM, a effectué une visite en Côte d'Ivoire pour renforcer le partenariat de longue date entre les États-Unis et le gouvernement ivoirien. Au menu, la lutte contre l'insécurité, fake news chassée du Niger. Les États-Unis sont à l'offensive pour maintenir une présence dans la région en Mauritanie, de la Mauritanie et dans le dernier point de chute de la Côte d'Ivoire. Les détails, c'est avec nos confrères de RT France. Les objectifs américains, bien évidemment, c'est de conserver une présence militaire en Afrique de l'Ouest, surtout avec cette perte de la base stratégique d'Agadez au Niger. L'objectif aussi, c'est de lutter contre l'influence russe et chinoise. Et c'est vrai que les États-Unis cherchent à tout prix des points de chute un peu partout en Afrique de l'Ouest. On l'a vu récemment avec la Mauritanie et on le voit maintenant avec la Côte d'Ivoire. Le patron de l'AFRICOM, donc le commandement militaire américain pour l'Afrique, n'est pas venu en Côte d'Ivoire les mains vides. Il est venu avec une enveloppe de 65 millions de dollars et il a rencontré le président ivoirien lui-même, Alassane Ouattara, mais également le chef d'état-major des armées de la Côte d'Ivoire. Donc c'est une rencontre de très haut niveau. Il a bien sûr été question de la coopération sécuritaire et de la stabilité régionale. C'est une rencontre de haut niveau qui montre que les ambitions américaines sont beaucoup plus larges. Les États-Unis qui souhaitent repositionner leurs troupes du Niger. Alors, il est question effectivement qu'une partie de ces troupes rejoignent la Mauritanie et pourquoi pas finalement la Côte d'Ivoire, pourquoi pas une base militaire en Côte d'Ivoire. En tout cas, il y a eu des réflexions menées lors de ces entretiens, des réflexions sur les actions à venir pour renforcer justement le partenariat. Et écoutez, le patron de l'AFRICOM. It was an honor to be able to meet with the president this morning. Il y a de cela. C'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention. Les informations se poursuivent sur nos différentes pages numériques, Facebook, YouTube et Twitter et sur notre application Eden TV Diaspora FM. Merci pour l'attention.